Noirfeu, rédacteur central, à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, sont de retour. Horizon Soir avec notre charmant panel engagé et véritablement éclectique. Nous sommes toujours sur plateau avec Jacques-Léonce Awono, juriste. Nous sommes avec Essogo écolo africanologue. Nous sommes avec Anissé Nanga, pour la du Froun. Et nous sommes avec Joël Kemoun à Bediang, qui porte l'extampille et fièrement du MRC sur ce plateau. Avant qu'on nous retrouve tout à l'heure, Romaric, vous avez la parole. On adressait à partir du jeune homme qui a perdu la vie tragiquement sur l'aéroport. Allez-y. Justement, nous étions en train de dire que ce drame qui est arrivé une fois de plus au Cameroun doit interpeller la jeunesse camerounaise. Ce drame qui est arrivé une fois de plus doit faire en sorte que nous nous rendons compte de la laideur de notre système gouvernant actuel. Et il est question plus que jamais que nous tournons le dos à cette façon de faire, nous tournons le dos au désespoir, nous tournons le dos, n'est-ce pas, à ceux-là qui jusqu'à présent nous ont voués à une mort certaine. Parce que parvenir à cet état de choses où les jeunes sont désespérés, où les jeunes sont laissés à la drogue, où les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. On avait pour slogan au Cameroun l'école gratuite. Aujourd'hui, l'école coûte bien plus cher que quand nous étions à l'école et que nous payons cette école-là. Aujourd'hui, des événements qui se passent autour de nous nous renseignent à suffisance que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que nous allions au-delà de ce qui est fait. Apparemment, c'est ça la politique qu'ils ont commis pour la jeunesse camerounaise. Et nous rendons compte qu'il est temps que la jeunesse camerounaise passe à autre chose en considérant qu'un Cameroun est possible avec d'autres hommes. Voilà, Anissé Nanga, c'est quand même assez dramatique. Oui. La sécurité est véritablement convoquée et convocable ici. Oui, comme nous revenons sur le cas du Nord, à laquelle lorsque vous voyez une gouvernance qui patauge, qui patine, il faut aider à se poser la question. La question aujourd'hui n'est pas à l'endroit des gouvernants, mais à la population qui passe le temps à les chérir. Parce qu'on les a fait croire que c'est un homme qui change un État. Pourtant, c'est l'ensemble qui change, qui développe un État. Au niveau des digues, vous allez constater que même les digues, même la digue même qu'on a promis depuis 2013 et tout, comme le Cameroun est un pays de provisoire, ils aiment bien le mot provisoire. On fait d'abord de manière provisoire. Cela sous-entend à dire que même le président de la République qui est là aujourd'hui a été un homme provisoire jusqu'à le provisoire s'est éternisé. Nous en payons le prix cash aujourd'hui. Hein? Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, nous devons interpeller la mémoire du peuple qui nous gouverne. Qu'on laisse ces problèmes de tel a fait telle chose, tel a fait telle chose, mais que nous prenons tous conscience d'une seule chose. Notre avenir, notre développement, et cela passe par une conscience assez nourrie des uns et des autres. Laissons des bagarres, laissons des égos de côté et pensons tous ensemble l'État du Cameroun pour que nous soyons un peuple, nation, un État, nation. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire sur la problématique de Yagua. Le Cameroun, du moins les Camerounais, depuis un moment certain, sont englués dans des problèmes de chômage, dans des problèmes d'insécurité alimentaire, dans des problèmes de suivi. On vient là de voir un cas flagrant de suivi, ce jeune homme qui quasiment aller simuler, on va employer le terme, puisque c'est donner la mort en choisissant un moyen de voyage
périlleux pour aller à l'Hexagone. Cela est dû au fait, du moins pour beaucoup de Camerounais, qui ne s'en sortent plus. Le peuple ne s'en sort pas. Les Camerounais se battent comme des beaux diables, comme de véritables lions. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Arriver au marché aujourd'hui, c'est une véritable épée de Damoclès. On n'arrive plus à demander le prix du kilogramme de riz, du manioc, du macabo, de l'igname, de l'arachide, du poisson, et j'en passe. Les Camerounais estiment qu'aujourd'hui, se nourrir est devenu un véritable luxe. Pourtant, le milliard au Cameroun, c'est le montant qu'on propose ou qu'on prononce, comme dit souvent un ami à moi, à nous vendre toute la bouche. Les milliards s'évaporent tous les jours dans ce Cameroun. Les projets d'accompagnement sont légion, mais les Camerounais ne ressentent pas. Le panier de la ménagère reste désespérément vide. Le niveau de vie désespérément bas. Le SMIC quasiment inexistant au Cameroun. La vie au Cameroun est devenue de plus en plus chère. Comment stopper cette pandémie? Parce que c'est une maladie au Cameroun. On estime que c'est une maladie. Ce n'est plus un problème, mais une véritable maladie. Il faut voir comment gérer cette chose-là. Anissé Nanga, la vie chère au Cameroun. Et là, on parle de la vie chère en convoquant les denrées alimentaires de première nécessité. Alors qu'au Cameroun a quand même un potentiel agraire important. Le Cameroun a une jeunesse. Le Cameroun a des terres arables inestimables. Moi aujourd'hui, se nourrir au Cameroun, c'est un véritable casse-tête chinois. Qu'est-ce que c'est ça? Déjà, vous devez savoir que ici, la vie chère se résume déjà. Il faut déjà d'abord remonter la cause. Oui. Il faut savoir que la vie chère au Cameroun repose sur une économie impérialiste qui nous a imposé depuis la démocratisation économique de 1990 et politique, qui repose sur le néolibéralisme avec son modèle économique mixte, pas mixte, mais de marché, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous allons dire que le Cameroun ne manque pas de potentialité pour pouvoir développer, mais pour pouvoir se développer et développer. Vous allez constater que cette économie a permis en sorte que ça nous ait imposé la dépendance à l'importation. Et vous savez que lorsque vous importez tout, il y a même les frais de douane qui sont dans les taxes et autres qui sont assez exonérés et la concentration des entreprises. Donc comme peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, la ville de Douala qui concentre assez des entreprises. Pourtant, si on pouvait les délocaliser partout au Cameroun et qu'on donne la possibilité à chaque Camerounais, lorsque je parle toujours de l'économie locale, c'est parce que ça permet au Cameroun de pouvoir développer son tissu économique en passant par l'entrepreneuriat et l'économie privée de l'État. Pour éviter les spéculations financières, donc, vous allez donc constater qu'à partir de cette cause-là, les Camerounais doivent savoir que l'économie de marché est la cause du problème de la vie chère au Cameroun, puisqu'elle impose même jusqu'à l'emploi. C'est elle qui taille le SMIC au Cameroun, parce que nous ne produisons pas. Et vous allez constater qu'on vous dit bien que c'est celui qui vient avec les capitaux de production qui a le pouvoir. Et alors là, lorsque vous n'aviez pas les capitaux de production, on va vous imposer. Et lorsque vous ne parvenez pas à pouvoir produire, vous êtes assujetti par une consommation brutale de tout ce qui va arriver de partout dans le monde. Et à partir de là, vous observez déjà, vous avez tout un ministère de commerce ou bien au lieu de planifier les prix, vous aviez peut-être la norme qui est là pour la qualité et la norme. Oui. Ils ne font pas leur travail, mais puisque l'économie n'est pas planifiée.
elle n'est pas planifiée. Ça fait donc qu'à un moment donné, tout le monde veut s'enrichir à sa manière. Tout le monde veut devenir riche par une économie assez individualiste. Donc, il faut ressortir de cette économie pour repenser un nouveau modèle économique, comme ce que je propose en l'occurrence l'économie mixte, planifiée et entreprise, qui va permettre en sorte de développer une certaine économie locale à partir et pouvoir subventionner notre tissu économique à travers les collectivités territoriales et locales. Voilà. Jacques Saono, qu'est-ce qui expliquerait que malgré un potentiel endogène incroyable, alors qu'on avait déjà dit atteint ce qu'on appelait l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, aujourd'hui, l'accès à la nourriture, aux besoins fondamentaux, est critique au Cameroun. On a vu récemment le Camerounais s'aligner de façon abyssale, comme dans un camp de concentration, dans une avenue très célèbre à Yaoundé, pour acquérir du riz, dit-on, de mauvaise qualité jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette désagrégation de la société camerounaise, du moins en matière de consommation normale? Oui, la seule explication, c'est la mauvaise gouvernance. Ou alors le mauvais choix des politiques publiques. Parce que on ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun où on importe même que dedans, mais que le panier de la ménagère puisse respirer. Ça ne peut pas respirer. Parce que nous sommes dans un contexte où notre économie est totalement extravertie. Nous n'avons aucun moyen de fixer un prix sur un produit. Les prix nous sont imposés de l'extérieur parce que tout vient de l'extérieur. On n'a aucune capacité de production. Ils nous ont vanté l'import-substitution qui véritablement tarde à venir parce qu'en même temps, comment allez-vous transformer une société de consommation en société de production sans énergie électrique, par exemple? Vous savez ce que valent les coupures intempestives, les délestages, c'est chaque jour. Est-ce qu'il y a une grosse industrie qui peut s'installer à Yaoundé et produire, par exemple, du riz ou produire, par exemple, c'est pas trop, des cahiers, des bics, de façon continuelle, s'il n'y a pas une production continuelle de l'énergie électrique, parce qu'à tout moment, ça se coupe, à tout moment, ça revient. Donc, nous faisons face à ces problèmes-là qui font que la transformation, la structuration de notre économie devient très compliquée à travers nos politiques publiques qui sont mal implémentées. Si des gens se sont assis à Yaoundé et ont estimé que notre budget peut être consommé à 80% à Yaoundé, Douala seulement. Parce que des gens sont à Yaoundé, Douala pour discuter les 6 000 milliards de notre budget. En réalité, c'est ça. On oublie carrément toutes les autres zones du pays, mais Yaoundé, Douala, à lui seul, consomme près de 70%, 80% du budget. Alors que des gens nous parlent de décentralisation, nous sommes malheureusement dans un état hyper concentré. Vous voyez encore en 2025 des gens quitter Maroua pour suivre un dossier à Yaoundé. Paradoxalement, nous sommes encore là. Et pourtant, si on avait été effectivement dans un contexte de décentralisation, nos mamans ne quitteraient plus au Kola pour venir vendre des choses à Yaoundé. Elles seraient au Kola et feraient leur marché totalement au Kola, sans avoir besoin de veiller à Yaoundé. Donc, je crois que il faut repenser les politiques publiques en matière économique pour pouvoir transformer une société de consommation totalement comme la nôtre, parce que tout nous est importé. Du cure-dent, tout. On ne fabrique rien du tout. Donc, et puis, nous avions à l'époque des sociétés comme la Semerie, des sociétés parapubliques qui pouvaient quand même à un moment donné soutenir ce qu'on appelait la production locale. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés sont mortes et enterrées. Rien n'existe plus. Vous avez vu dernièrement, lorsqu'on vend presque du poison au Cameroun à 15 000, vous comprenez que les Camerounais sont arrivés à un niveau où, même si on leur vend du poison, si ça avait le prix, ils vont aller s'aligner pour acheter la mort. Parce que là, ce riz-là, c'est un riz impropre à la consommation humaine. Donc, c'est du poison. Les Camerounais se sont alignés pour acheter la mort. Donc, nous sommes fatalement arrivés jusqu'à ce niveau.
c'est la structuration de notre économie qui ne nous donne pas l'opportunité de transformer notre société en société de production. Parce que vous n'aviez plus ce pouvoir. Il faut comprendre que M. Biya a vendu au Cameroun depuis 1990. Hein? C'est ce que nous passons le temps à dire. Oui, et je sais bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit là tout à l'heure, avec l'économie de marché, il faut bien aller chercher, vous verrez. Ça, si je me mets à expliquer tout ça ici aujourd'hui, nous allons prendre des éternités. Même les entreprises dont vous parlez aujourd'hui, la grande Europe veut se restructurer de manière en termes de croissance économique. Il faut tuer les économies de base africaines qui étaient un peu... à laquelle, peut-être que prenons un peu le cas du président Ahidjo, qui utilisait ça pour équilibrer sa balance commerciale d'une manière ou d'une autre et pouvoir subvenir aux besoins de la population en termes de l'autosuffisance alimentaire. Lorsque toutes ces choses-là se sont volatilisées, dès lors 1990 à 1994, pour faire place à une économie d'agressivité. Parce qu'en ce moment, vous allez voir, il y a les accords de l'APE, il y a machin avec les unions européennes qui font en sorte que, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas produire du riz? Vous pensez... On va revenir. C'était mon temps de parole, hein, Bertrand. J'ai juste cédé un peu quelques secondes. Vous allez donc chuter. Oui, je vais chuter en disant que lorsqu'on laisse même le pan des politiques publiques en matière économique, on entre dans d'autres contextes qui sont autour de l'économie, comme les infrastructures. Nous avons des grands bassins de production agricole au Cameroun, mais qui sont totalement enclavés. C'est-à-dire que vraiment, pour que la production agricole arrive dans une grande métropole, Yaoundé-Douala, c'est un chemin, c'est un parcours du combattant. Donc vous comprenez que la vendeuse de bananes plantain qui arrive avec son plantain, après avoir parcouru ce chemin, ce parcours du combattant, ne peut pas venir vous le vendre à vil prix. Elle va ajouter tout ce qu'elle a subi dans son coût du transport. Et donc, lorsque vous allez venir demander le prix du plantain à Yaoundé, elle va vous taxer très cher. Parce qu'il n'y a pas la route. Donc, elle parcourt vraiment beaucoup de difficultés pour arriver avec son plantain à Yaoundé. Il y a ça. Donc, ça fait que le panier de la ménagère ne peut pas respirer parce que... Et nous savons qu'il y a des grands bassins de production agricole. Je prends par exemple la Léké. J'ai chuté. Oui, je chute en prenant l'exemple de la Léké. Oui. Et vous êtes au courant que j'ai mené un combat pour la route de la Léké. Mais qui aujourd'hui, tu as l'avenir où on a commencé les travaux, ça finit, ça s'arrête, ça finit, on ne comprend plus rien. La population n'en peut plus, la poussière. Les gens meurent chaque jour, les maladies qui vont avec. Donc, on ne comprend pas. Et pourtant, on sait qu'en matière de production agricole, la Léké est un grand bassin qui ravitaille Yaoundé. Mais il n'y a pas de route. Lorsque vous portez même à cœur de combattre un problème, lorsqu'on commence les travaux, ça s'arrête à tout moment, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Alors que si finalement cette route est construite, vous verrez que les plantains seront, le macabo, le manioc seront de moins en moins chers parce que la route sera bonne. Alors, Joël Kemoun, à Abidjan, une étude nous fait comprendre que le secteur agricole au Cameroun occupe 70% de la population économiquement active au Cameroun. Le président a encore appelé finalement des jeunes à migrer dans ce domaine qui est porteur. On parle d'économie verte et beaucoup de formes d'économie aussi au Cameroun qui doivent être porteurs. Un pôle qui emploie autant de Camerounais actifs, on serait attendu que les Camerounais qui y sont ne couplent pas le chômage, sa paupérisation, la précarité amiable. Comment s'absorbe autant de Camerounais, mais en amont on ne voit pas les résultats. Ils ne sont pas visibles. Ils ne changent pas le devenir de ces gens qui font ce métier. Ils ne changent pas la vision qu'on a vis-à-vis d'eux. Ils ne changent même pas la vie des Camerounais de manière structurelle au quotidien. La vie continue de devenir beaucoup plus chère. C'est préférable de s'alimenter avec les pâtes qui viennent de la Chine que de payer un plantain made in Cameroun parce que les pâtes qui viennent de la Chine coûtent beaucoup plus moins cher. Vous pouvez manger chez vous 1 ou 2 jours, ou le riz qui vient du Pakistan, ou le riz Big Joe, hein, ou vous allez prendre un plantain, parce que le budget va exploser. Si vous consommez camerounais, qu'est-ce qui explique ça, ce paradoxe? Le paradoxe vient tout simplement de
fait qu'il y a adéquation entre le revenu moyen d'un Camerounais et la disponibilité, n'est-ce pas, de la production locale. Ici, pourquoi est-ce que nous arrivons à cette situation? Au Cameroun, par exemple, les salaires sont dérisoires pour l'ensemble. Les Camerounais, le SMIC est à moyenne 40 000. 41 860. Justement, quand vous avez ce SMIC-là, Je me détaille, hein. où on 875. Et ça, donc un Camerounais doit faire 41 875. Voilà. Bon, c'est mieux que 35 000 de l'époque. Ouais. Ça augmente. Quand justement vous avez ce salaire-là et que vous vous retrouvez à Yaoundé, qui doit vous fournir des vivres? C'est certainement cette maman qui se retrouve en moyenne à 30-40 km de Yaoundé. Ouais. Et qui doit payer un transport qui est à environ, si vous prenez la moyenne, partir du village, transporter sur une moto, arriver à un endroit où la route peut être accessible et partir de cette route-là pour arriver à Yaoundé, les tracasseries policières et tout ce qui va feront que le produit final qui va arriver sur le marché sera hors de portée des Camerounais. Maintenant, vous faites allusion au fait que comment se fait-il que le gros de la population fasse dans l'agriculture et que quand même le marché ne soit pas résorbé en termes de fourniture? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quel est le type d'agriculture auquel ça donne ces populations? On a affaire ici essentiellement à une agriculture de subsistance où on travaille avec la force humaine à la houe et à la machette. Et justement, la production, la plupart du temps, n'est pas à la hauteur de l'effort fourni. On ne vend ici que le superflu. Parce que quand on aura cultivé son petit macabo, son petit manioc, on aura consommé une grande quantité. Le reste, n'est-ce pas, sera exposé pour le marché avec tout ce qu'il y a comme difficulté. Et au-delà, également, on parle de 70% de la population. Il faut relever aussi que 70% de cette population s'adonne à l'agriculture de commercialisation. Ça veut dire quoi? Le cacao, le café, le thé, le coton. C'est à ça, n'est-ce pas, que ça donne également des populations qui attendent à avoir des dividendes. Vous avez été au fait que le cacao a pris un certain coût de ce qui est de la hausse des prix. Et justement, la plupart des populations s'adonnent à cela. C'est fait que les terres sont exploitées pour ces cultures-là qui sont plus portées vers l'exportation et le marché interne est plus fourni également par ceux qui viennent de l'extérieur. Planter ainsi le décor de ce qui peut expliquer le fait que le panier de la ménagère ne puisse être fourni, nous allons dire tout simplement que cela aussi est dû au fait que en amont, nous n'avons pas une vision, nous n'avons pas une politique planifiée qui voudrait que en interne, nous puissions, n'est-ce pas, nous fournir en termes du nécessaire, que nous soyons une économie qui puisse se suffire. S'il y avait cette volonté-là, il y aurait un certain accompagnement en fonction des différents secteurs. Tout à l'heure, il a évoqué le fait qu'on parle de l'import-substitution, qui aurait voulu que, par exemple, de ce qui est de la production du blé, qui met sur la table le pain, par exemple, et d'autres pâtisseries, que cela ne soit pas uniquement le fait du blé, mais également que la production, par exemple, du manioc ou d'autres tubercules qui peuvent être transformés en farine puisse être le fait local, pour qu'on puisse compenser cela. Mais on s'est rendu compte que ceux qui sont censés nous diriger, ceux qui sont censés mener ces politiques, sont plus intéressés par leur présentation que par ce qu'ils ont à faire comme travail. Parce que s'ils avaient un seul intérêt, à ce que les Camerounais puissent vivre d'eux-mêmes, accompagner les Camerounais dans cet élan-là serait très facile. Vous avez été au fait que les tracteurs ont été semés ici à Saint-Mélima. On attend toujours que ces tracteurs produisent. Fort malheureusement, comme le fer sur place ne va pas pouvoir produire seul sans qu'il y ait quelqu'un qui actionne pour que la terre soit productive, on arrive à cette incongruité, on arrive à cette improductivité, on arrive à ce que nous sommes en train de nous plaindre. Vous parlez du riz par exemple. Vous êtes encore au fait que ceux qui sont censés produire, qui constituent le gros de la sèmerie aujourd'hui, sont en grève
parce qu'ils auraient 6 mois d'impayés de salaire. Et justement, on arrive à importer du riz pendant que sur place, les bassins de production, n'est-ce pas, sont détruits par des digues qui n'ont pas été construites par un gouvernement qui est là en place. Et on se rend compte qu'il est plus que jamais le moment pour nous de reprendre notre pays en main pour qu'on se rende compte que quelle est la direction que nous donnons à l'avenir qui est proche, à l'avenir ou à notre vécu actuel. Donc c'est tout cela qu'il faut remettre sur la table. Notre pays est à bâtir et pour cela, ce n'est pas avec les hommes actuels qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet de société. Plus grave encore, généralement, M. Biya citait un fait dans un discours. Pourtant, il demande aux jeunes d'aller faire l'agriculture. Lorsqu'on y va, on se rend compte que c'est un monsieur qui n'a même pas un hectare de plantation, mais il est président de quelque chose, la banane plantée, je ne sais pas trop. Il a été cité dans un discours. Vous comprenez que le président qui a 92 ans n'est plus au fait de rien. C'est un monsieur comme Mangatouva et qui publiquement vient mentir. Dites que vraiment, je ne comprends pas. Vous demandez aux jeunes d'aller vers l'agriculture, mais vous venez citer des contre-valeurs comme exemple. Mais finalement, le jeune se résout à quoi? Vous comprenez qu'on n'est pas dans un pays où on prend en compte l'application des vraies politiques publiques pour transformer notre économie. Parce que c'est de ça qu'il est question. Tant que notre économie est dans cet état-là, le panier de la ménagère va souffrir chaque jour, le carburant va monter chaque jour. Vraiment, ça ne va pas s'estomper. Voilà, et sur l'écolo, il y a aussi un phénomène tout de même qui est assez convocable par les populations. Alors que le marché local n'est pas assez fourni en denrées, les denrées coûtent cher. Il y a quand même une évaporation abyssale des denrées camerounaises vers les pays voisins. Le phénomène de coxage a quand même pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les Gabonais payent les champs. Ça veut dire qu'on vient, on voit le champ, maintenant qu'on paye tout le champ, alors qu'on n'a pas encore compte, on paye le champ, maintenant qu'au champ. Ils privatisent un champ, ils payent les avocats au champ, ils payent les macabos au champ, les bananes au champ. On vient sur des Camerounais. Le Camerounais et l'autre champ produit, ils portent tout ça et ils ramènent ça au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Nigeria, alors que le marché local est en pénurie et ça coûte cher. Comme Jacques a dit, il n'y a peut-être pas une volonté politique pour assainir, puisqu'il y a des mécanismes pour assainir, mais rien n'est fait. Comment comprendre ça? Le modèle de société africaine, c'est le modèle qu'a toujours appliqué les Bantous. C'est-à-dire, on a un monarque à la tête d'une superficie, d'un village, d'un pays. Et c'est le monarque qui associe comme compétence des personnes ressources. Ce sont ces personnes ressources à qui il attribue des responsabilités, chacun ayant les compétences du secteur qui lui a été confié. L'économie, c'est le marché. Le marché, c'est quoi? C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qu'on propose et on a besoin de quoi? Déjà, il faudrait commencer par se demander, les Camerounais ont besoin de quoi? Si les Camerounais ont besoin du petit déjeuner, avec quoi va-t-on faire le petit déjeuner? Va-t-on faire le petit déjeuner avec le blé qui nous vient du nord, de la partie septentrionale du Cameroun, ou alors allons-nous faire le pain le matin avec le blé qui nous vient de la Russie et d'ailleurs? Ou alors, nos habitudes alimentaires, on sait que dans nos villages, généralement, le repas qui servait de petit déjeuner, c'était le reste de la veille. Et là, on n'avait pas un problème pour déjeuner le matin parce qu'on sait qu'il n'y avait pas de gaspillage. Et si cette nourriture n'était plus comestible le lendemain, on savait très bien que cela servait pour alimenter les bêtes. Tout ce qui avait été produit était écoulé. Et même les ordures servaient de fumier pour fertiliser encore les sols afin de continuer la production. Donc, dans tous les cas, il faut déjà fixer une politique économique. De la politique économique va naître un modèle économique. Et le modèle économique doit correspondre à l'anthropologie du peuple. Ces gens pour qui on produit. Tout à l'heure, le copanéliste a dit, on importe tout ce qui est produit. Ce qui est produit pour être exporté. Par contre,
Vous venez de dire tout à l'heure que ce que nous-mêmes nous produisons comme denrées de première nécessité, tout cela est exporté. Pourquoi cela est exporté? Simplement parce que ceux qui viennent acheter ces produits de l'extérieur l'achètent à vil prix. Et ils ont créé ce qu'on appelait le marché, c'est-à-dire la rencontre de l'offre et de la demande. Malheureusement, ceux qui dirigent ce bout de terrain n'ont pas les compétences pour le diriger. Et c'est ce qui nous pose justement un problème parce que les émissions précédentes, on a toujours dit, sur quelle base est-ce que ceux qui sont choisis pour diriger ce pays sont dirigés? Quand on a un modèle, on a ce qu'on appelle dans une entreprise, on demande souvent de faire un CV, un curriculum vitae. Le curriculum vitae correspond au poste d'emploi. Est-ce que chaque poste d'emploi des responsables, des administratifs de ce pays a un modèle? Quel est le CV de celui à qui on a attribué une tâche, une responsabilité ou un ministère? On prend le cas de l'économie puisqu'on parle du riz. Est-ce que le ministre celui qui nous sert de ministre de l'économie, enfin du commerce actuellement, a les aptitudes à gérer le commerce? Quand un ministre du commerce se transforme en commerçant, en Bayamselam, Bayamselam c'est celui qui achète et qui revend, ben on se questionne, quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Et s'il a un rôle et une fonction, à qui rend-il les comptes? Nous allons encore convoquer l'anthropologie du Bantou. Le Bantou a un modèle de vie. On ne peut pas appliquer le mode de vie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que ce que consomme le nordiste, ce n'est pas ce que consomme le sudiste ou celui du littoral. C'est vrai que les villes sont en train de devenir cosmopolitaines. Mais si on prend le cas spécifiquement de la Léquier, comme on a convoqué tout à l'heure, ou du nord, les habitudes sont différentes. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu dernièrement, un hélicoptère a été bloqué. Parce que justement, ces gens se rendent compte que vous êtes à Yaoundé, les décisions que vous prenez ne tiennent pas compte de l'anthropologie de ces gens, des populations qui vivent ici. On ne peut donc pas avoir une économie générale pour le Cameroun. C'est impossible. Il va donc falloir que le prochain président du Cameroun soit non seulement un génie, mais soit également un comptable. Le génie, c'est celui-là qui a l'aptitude, la faculté à comprendre des choses instinctivement. Et le comptable, c'est celui-là qui peut ordonner, qui peut vérifier et qui peut à la fin faire un bilan. Malheureusement, nous sommes dans un pays, si on peut appeler ça pays, où il n'y a pas de comptabilité. Parce qu'on devrait faire l'adéquation, pour chuter, l'adéquation entre l'objectif, les moyens et le temps. D'accord, Anissé Nanga, lorsqu'on est comme dans un pays où les populations peinent à s'en sortir, pourtant hyper battantes, est-ce qu'il est probant d'aller en amont tisser des accords ou mettre sur pied des politiques publiques qui visent à aliéner le tissu économique endogène local? Je parle des APE aujourd'hui, qui est un fervent frein pour l'entrepreneur local au Cameroun qui n'arrive pas à s'épanouir. Pourquoi l'État du Cameroun est parti signer cette chose-là, sachant que en amont, en aval, les Camerounais souffrent véritablement, ils ne sont quasiment pas accompagnés. L'actuel de subsistance, ils ne s'en sortent pas en termes de denrées locales. Aujourd'hui, on vient leur proposer des choses qui coûtent hyper moins cher, mais qui n'entrent, qui ne cadrent pas avec nos habitudes alimentaires et qui ne favorisent pas l'éclosion du système économique local. Mais ils estiment que c'est une bonne politique, alors qu'ailleurs, beaucoup de pays n'ont pas signé ça. Le Cameroun est le seul pays africain qui a signé les APE. Les autres pays à côté ont dit qu'ils ne signent pas cette chose-là. Le Cameroun a quand même signé ça. Comment comprendre ça? C'est du néocolonialisme. Le Cameroun seul, alors que le Cameroun a dit non, tout le monde dit non, mais non, eux ont ils signé peuvent ça. dire non, mais
si le Cameroun est au milieu, vous savez, un pays peut impacter l'autre. Si déjà le Gabon, lui, il arrive au Cameroun, il vient prendre au Cameroun, cela veut dire que c'est la même politique qui sont appliquées partout. Parce que même au Gabon, le Gabon ne se permet pas de produire de manière aisément. Il faut qu'il aille acheter ailleurs. Voilà, Donc, vous allez donc voir que c'est un système. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il fallait que la Grande Europe se remette en termes de la croissance. Il fallait donc appliquer des politiques pour assainir ou trouver la ressource. Ils ont pensé que le Sud était le milieu le plus approprié pour trouver de la ressource. Et aujourd'hui, nous en sommes dans le gouffre. Observez bien, 2008, nous nous sommes retrouvés dans le même problème, à laquelle la vie devenait de plus en plus chère et les Camerounais n'arrivaient pas à joindre des deux bouts. De 2008 aujourd'hui à 2025, nous sommes presque à 14 ans. Je peux dire 12 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est la même problématique qui revient aujourd'hui. Il faut donc se positionner, il faut donc se questionner. Où se trouve le problème? Où se trouve la cause? La cause, c'est quoi? La cause, c'est déjà la gouvernance. Qui fait quoi? Quelles sont les politiques qui sont appliquées pour pouvoir atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire? Il n'y en a pas. L'année passée, le président de la République, on a voté une loi, là, le ministère du Commerce, à hauteur de 10 milliards pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, pour pouvoir la recherche. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à plus d'un an, on n'a pas les résultats de ces recherches-là en termes d'agriculture. Et du côté de l'autre côté du MIMESA, où à laquelle on parlait de 200 milliards pour accompagner les jeunes entrepreneurs. On ne sait pas d'où tout cet argent s'en va. Ou c'est juste des chimères, on bombarde des choses et puis ça n'arrive pas. Vous parlez du plan Canal Jeune. Oui, toutes ces choses. La jeunesse, c'est ça. Oui, toutes ces choses-là deviennent des chimères à la longue et ça devient des nids de corruption. Et ce sont des actifs de budgétivores. Parce que si nous devions concentrer le budget dans des essentiels, si on pouvait concentrer le budget dans l'essentialité, regardez dans le Grand Nord, le copanéliste venait de faire une analyse assez logique là tout à l'heure. Les habitudes alimentaires, qu'est-ce qui ressort en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un du Nord se retrouve en train d'avoir un manque parce qu'il y a des gens qui viennent, achètent tout un champ, ainsi de suite, parce quoi il n'y a pas la régulation, il n'y a pas de la planification. S'il y avait de la planification, je suis sûr que même avec cette économie de marché, qui n'est même pas déjà d'abord assez mauvaise, parce que si nous devons parler de l'économie de marché, elle donne la possibilité à tout le monde de se battre pour pouvoir atteindre les objectifs de se développer et développer. Voilà pourquoi donc aujourd'hui, avec ce système, ça a créé les inégalités de revenus. Vous allez voir, c'est un patron qui négocie le salaire avec l'employé. Par contre, si on avait les choses de manière planifiée et mixte, il est fort probable, tu sais que l'État a décidé que la grille salariale est fixée pour tel secteur, pour tel secteur, avec un SMIC assez élogieux pour pouvoir subvenir aux besoins des travailleurs. Parce que le fonctionnaire, parce qu'il y a le fonctionnaire privé, il y a le fonctionnaire public. Si la fonction publique ne peut que recruter 8% du peuple, cela veut dire que les autres 92% ne peuvent que être actifs dans le secteur privé. Voilà, l'image du jeune en chute mortelle en Simalène est assez justificative. Pour parler de martyr jeune au Cameroun, c'est Paul Chenilou qui ça. Il estime que celui qui est mort à Simalène, c'est un martyr jeune. Voilà, Jacques Léonce Aono, lorsqu'on parle de la vie CSI, on ne parle pas que du manger. Hein? Il y a d'autres domaines
aspects de la vie au Cameroun qui aujourd'hui coûtent les pieds la tête aux Camerounais. On parle du logement à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé par exemple. Aujourd'hui, les gens vivent entassés les uns des autres dans des bidonvilles, dans des conditions exécrables. Parce que pour trouver une maison à Yaoundé qui coûte une maison habitable, normalement, on est dans 70 000, 100 000 minimum à Yaoundé, alors que le revenu du Camerounais, je explique qu'elle est à 41 000. Pourtant, 41 000, 875. Ça voudrait dire que si le revenu légal de consommation s'épargne, c'est une maison de 5 000, 6 000 ou 10 000 que vous pouvez vous offrir pour vivre. Alors que l'État a quand même ce rôle d'accompagnement social, au moins loger. Dans les grands pays, on voit les HL, qu'on appelle ça HLM pour accompagner. Au Cameroun, se loger, c'est un véritable casse-tête chinois. Jacques Nsawuno. C'est un gouffre financier énorme. Et aujourd'hui, les familles vont questionner des autres. Et c'est comme ça des nids de promiscuité qui entraînent des maladies. Et tout ça, on peut imaginer juste à côté. On passe les quartiers à Yaoundé. C'est quand même un véritable problème aussi. Oui, je vous ai dit ici que le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance, qui est certainement initiée par les mauvais choix des politiques publiques. Vous parlez là d'un secteur crucial et même névralgique dans la vie d'une nation. Lorsque les gens n'arrivent pas à se loger dans une société, alors la société est prête à s'imploser à tout moment. Parce que c'est des besoins primaires de base, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer. C'est les besoins primaires de base qui sont censés être garantis par l'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Lorsque cela n'est pas fait, alors nous arrivons dans une société où un jeune peut aller se martyriser comme celui-là l'a fait là. Parce que si vous cherchez bien, c'est un jeune qui n'arrive pas à se loger, qui n'arrive pas à se soigner, qui n'arrive pas à se vêtir. Dans une chambre avec 30 personnes. Avec 30 personnes. Il n'arrive pas à se vêtir, il n'arrive pas à manger à sa faim. Donc, c'est fatalement là où nous allons dans cette société. Vous parlez du logement. Le Cameroun a quand même, j'ai parlé du mauvais choix des politiques publiques. Il y a une société qui est censée loger les Camerounais, la SIC. Sauf que dans cette société-là, vraiment, ce n'est pas le Camerounais lambda qui peut trouver un logement là-bas dedans, parce que les logements là-bas dedans, ça coûte les yeux de la tête. Donc ce n'est pas... Et pourtant, c'est des maisons sociales qui sont censées loger le plus bas des Camerounais. Les Camerounais d'en bas en bas. C'est eux qui sont censés loger là-bas. Mais vous verrez que c'est plutôt les Camerounais nantis, des directeurs, des sous-directeurs, qui sont logés là-bas. Parfois, ils achètent, ils font la sous-location. Donc, je crois que c'est des mauvais choix des politiques publiques. Et le social, lorsque nous entrons dans le social au Cameroun, il n'y a pas que le logement. Mais est-ce que les Camerounais arrivent à être en sécurité? Vous pouvez même bien vous loger, mais est-ce que si vous n'êtes pas en sécurité? On parlait tantôt, quelqu'un disait ici que maintenant, on n'est même plus sûr de rien du tout. Vous pouvez prendre, vous pouvez sortir, vous n'êtes même pas sûr de rentrer quand vous sortez, parce qu'à tout moment, quelqu'un peut vous transformer en gibier, quelqu'un peut vous transformer en ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Les Camerounais sont obligés de se manger entre eux, parce que ceux qui sont censés nous encadrer, les Camerounais, ne s'occupent plus à ça, ils s'occupent à autre chose. Ou alors, ils sont censés encadrer les vies qui coûtent plus cher que les autres. En tenant les vies de tous les Camerounais ne concernent pas. Parfois, en route, vous pouvez vous faire agresser devant un policier qui ne se gêne de rien. Ce n'est même pas son problème. Mais lorsqu'il voit un taxi passer, c'est que le taxi va lui donner 500 francs. Il poursuit le taxi. Vous avez des images où le policier est carrément monté sur le capot d'un taxi parce que le taxi a refusé de donner 500 francs. Peut-être le suivi, peut-être c'est ça suivi aussi qui en dépend. Oui, mais lui... Ça ne pas là du jugement de la vie chère. Ce policier aussi peut ne pas avoir un salaire suffisant et ces 500 l'aide à survivre chez lui aussi. Oui. C'est aussi un point qu'il faut relever. Sauf que le policier a tout au moins son salaire. Il a un salaire mensuel. Par contre, le taximan, son salaire, lui, c'est dans son taxi qu'il trouve son salaire. Vous ne pouvez donc pas demander à quelqu'un qui a déjà un salaire de venir encore spolier quelqu'un qui n'a pas déjà de salaire et qui compte avoir un salaire après son travail. Voilà, Joël Kemoun, Abadjan et aussi la santé. C'est quand même un levier sur lequel, même si quelqu'un ne gagne pas assez d'argent dans la vie, si la santé est abordable ou bien gratuit, ça fait quand même que son petit salaire peut être recadré dans un confort
minimaliste pour qu'ils puissent vivre mieux. La santé au Cameroun aussi, c'est si on n'est pas pôle bio au Cameroun pour se soigner, c'est très compliqué. Arriver dans un hôpital, après qu'on vous ait dit bonjour, même si vous êtes allé au coma, on vous demande d'aller payer une facture, une ordonnance ou bien qu'on appelle ça là. Bien session. Bien session. Même si vous allez au coma, on dit réveillez-vous, allez payer, revenez dans votre coma tranquille, on ne vous gère pas. C'est quand même un véritable problème au Cameroun. Ça, c'est un problème qu'il faut convoquer avec pertinence. Justement, quand vous parlez de la vie chère, tout cela entre dans le panier. Il faut, n'est-ce pas, résoudre les problèmes élémentaires. Pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir se vêtir, pouvoir se soigner. Justement, quand on parle de la santé au Cameroun, cela n'est pas à la portée de tous. Les slogans de santé universelle pour tous ou de couverture santé universelle, n'est-ce pas, sont restés uniquement des slogans. Quand vous allez à l'hôpital, quel que soit le mal, il faut, n'est-ce pas, avoir une bourse assez chargée. Et comme ce n'est pas ce qui est à la portée de tous les Camerounais, il va de soi que les hôpitaux, n'est-ce pas, soient des endroits où on souffre le plus. Parce que justement, là, on a encore le choix. Quand vous allez dans un hôpital, l'accueil ne serait-ce que qui doit être que gratuit, même ça vous avez l'impression qu'il faut payer. L'infirmière n'est pas très heureuse. Pourquoi? Parce que bien entendu, pour la majorité dans l'hôpital public, elles ne sont pas prises en charge. Elle doit passer pour un stage qui va durer 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9 ans pour certaines, sans salaire. Et justement, quand vous êtes dans cet environnement-là, où l'infirmière qui doit se prendre soin de vous n'est pas payée comme cela se doit, vous conviendrez avec moi qu'elle ne sera pas dans un état d'esprit de pouvoir faire convenablement son travail. Et maintenant, au-delà de ce personnel-là, qui doit avoir le minimum pour pouvoir prendre soin du patient, il faut également convoquer le prix des médicaments qui ne sont pas toujours à la portée de tous. Et quand les prix ne sont pas à la portée de tous, au-delà aussi du patient qui n'a pas le nécessaire pour pouvoir se faire soigner, on se rend compte que la société dans son ensemble, n'est-ce pas, peine à pouvoir combler le besoin de santé. Et bien entendu, quand on est dans un pays où les gouvernants ont le souci de pouvoir prendre soin des populations, on aurait pensé qu'ils auraient dû mettre sur la table ne serait-ce ces infrastructures qui produisent les médicaments pour que les populations puissent avoir les médicaments à vil prix. Même si on parle des génériques, qui ne soient pas les médicaments, n'est-ce pas, de première qualité ou de première à la portée de tous. Et bien entendu, on se rend compte qu'il est plus que jamais, comme c'est ce qui est passé le temps à dire sur ce plateau, que nous nous ressaisissions, que nous nous reprenons en main et que nous voyons que sur la table, il y a des propositions pour que nous passions à autre chose. Il nous reste 7 minutes, on va aller vers les solutions. Voilà, on va aller vers les solutions. Parlant de la santé, moi j'ai toujours dit que nos hôpitaux sont des centres commerciaux. C'est-à-dire que là-bas on fait du commerce. Et que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Vous pouvez mourir là, mais si vous n'avez pas d'argent, personne ne vous gère. Et aussi, les gens se... Dans le dénuement total, l'indifférence totale, ils ne gèrent pas. Les gens se contentent de vanter la construction des hôpitaux partout. Mais quel est le soin qu'on reçoit dans ces hôpitaux? Quel est le plateau technique dans nos hôpitaux? Il ne suffit pas d'avoir un hôpital dans chaque région, mais quels sont les soins qu'on reçoit dedans? Quel est le plateau technique? Voilà pourquoi les gens qui nous gouvernent, pour un panario doit ir dans l'avion médicalisé, il ne peut pas se faire soigner. Voilà. Parce que même ils n'ont pas confiance en nos hôpitaux. Et pourtant, ils se vendent d'avoir construit dans tout le... Il y a une histoire qui nous raconte qu'un ministre tombe malade une nuit, l'avocat, son fils qui le garde, il dit c'est mon fils qui le garde, je ne me soigne pas. Ce monsieur ne va pas me toucher. Non, pas lui. Mieux, il rentre chez moi. C'est mon fils. Il est conscient que cet enfant n'a pas une formation adéquate pour qu'il puisse le soigner. Voilà, on fait quoi pour sortir? Quelle solution pour sortir de cette liste? Quelle solution pour sortir? Il faudrait rentrer au village. Il faudrait essayer de convoquer la façon dont nous vivions avant l'arrivée des colons. Comment est-ce que nos sociétés étaient structurées? Ces structurations de nos sociétés étaient bonnes. La preuve, ça fonctionnait. Comment est-ce que nous nous soignions avant l'arrivée des comprimés? On a vécu des milliards d'années sans les injections, sans tout ce qui sert de traitement aujourd'hui.
et nous avons survécu. Comment est-ce que nous nous alimentions? Qu'est-ce que nous mangeons? Comment est-ce que nous mangeons? Quel était notre mode de vie? Nous devons simplement ne pas refuser ce qui vient d'ailleurs, prendre ce qui vient d'ailleurs et tropicaliser cela, afin que ce soit adapté à ce monde qui se mondialise. Mais la mondialisation ne veut pas dire l'annihilation de nos valeurs endogènes et donc traditionnelles. Voilà, Anissé Nanga, qu'est-ce qu'on fait pour sortir Oui, comme solution, comme je l'ai toujours dit à travers même mon projet de société à laquelle je dis, il faut équilibrer entre efficacité et équité. Maintenant, réguler le marché. Dès qu'on a régulé le marché, on développe des entreprises sociales, donc comme l'entrepreneuriat et autres, et la participation citoyenne. Donc il faudrait que la citoyenneté, que la population puisse participer dans les décisions de la gouvernance en termes de productivité et de consommation. Et je répète encore, et je dis, la protection de l'environnement, parce que lorsqu'il faut s'engager à ce chemin-là pour la rentabilité de l'économie, il faudrait bien protéger l'environnement et il faut mettre des mécanismes adéquats pour pouvoir protéger la couche sociale, que ce soit la faune, la flore et les êtres humains, et pour permettre en quelque sorte une économie sociale mixte et planifiée, il faut réformer le système financier. Donc, comme on peut être là aujourd'hui, on peut créer une banque d'investissement qui va pouvoir accompagner le secteur de la production et de la consommation. D'accord, Jacques Lansarono. Oui, oui. Moi, je crois que la solution, c'est la transformation structurelle de notre économie. Il faut absolument que nous devenions une société de production. Et pour cela, ceux qui sont là depuis 40 ans ne peuvent plus le faire. Ils sont dépassés même par les événements. Donc, la seule chose que moi je dis aux Camerounais, c'est d'aller s'inscrire. C'est la seule solution qui nous reste parce que nous sommes dans un État, nous dit-on, démocratique. Donc, la seule solution, c'est en octobre. Si on est tous conscients de ce que ceux qui sont là depuis 42 ans ne peuvent rien faire, ils sont eux-mêmes dépassés par les événements, il faut les bouger, il faut les faire partir. La seule solution, c'est d'aller s'inscrire. Le moment venu, faire le choix qu'il faut. Nous sommes avec vous. Justement, je vais embrayer, n'est-ce pas, dans la même veine que lui, en disant que plus que jamais, 2025 est là. Plus que jamais, nous avons sur la table des projets de société, dont celui du MRC porté par le président Maurice Kamto, qui va remettre les Camerounais au travail dès qu'il entre en fonction, parce que le chantier est grand. Il est souvent incompréhensible qu'on dise que les autres ont atteint un certain niveau de développement, mais quand même là-bas, le taux de chômage est assez bas, pendant que chez nous, où tout est encore à refaire, les gens chôment, c'est incompréhensible. Il est plus que jamais temps, n'est-ce pas, de remettre le Camerounais au travail. Et pour cela, comme il a dit, inscrivons-nous massivement sur la liste électorale. Bien que Elecam, avec l'administration, fasse tout pour ne pas payer la liste électorale, le président Maurice Kamto, n'est-ce pas, a à bras le corps ce problème. Et d'ici là, les Camerounais vont se rendre compte que plus que jamais, nous allons suivre notre vote et nous allons passer à autre chose. Voilà ce que pourrait être dit sur la partie de ce soir. Vie chère au Cameroun, comment juguler la pandémie. C'était la thématique qui était portée sur la table ce jour sur Horizon Soir. Comme on le dit tous les jours, on n'a pas la prétention d'avoir élagué complètement toute la problématique. Tant elle est vaste, hein. Si on y reste, on va passer des jours et des jours aussi, des jours sans fin. Continuez à débattre chez vous et sur d'autres différentes plateformes. Faites-vous votre propre idée et revenez-nous. Nous sommes ouverts pour continuer à débattre avec vous en eBay, comme on le fait tout le temps. Nous étions sur le plateau avec Anissé Nanga, président du FCOD. Merci d'être venu sur le plateau ce soir, Anissé Nanga. Voilà, nous sommes avec Esogo Ekolo, l'africanologue. C'est un honneur. Merci d'être venu sur le plateau. Esogo Ekolo, nous sommes avec Joël Kemoum Abedjan. Merci d'être venu sur le plateau. Merci, ce M. soir. Bika, pour l'invitation à renouveler le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà, nous sommes avec Jacques Lance Awono, le juriste.
Merci d'être venu sur le plateau, Jacques Sarono. C'était un plaisir d'être là encore ce soir. Voilà, l'émission ce soir va entrer en gare. Elle était supervisée par Christelle Tigniem et elle était coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, ce sera à 18h30 pour la 4e sortie de la semaine de votre émission Horizon Soir. Mais avant de vous laisser, on va vous donner une recommandation fondamentale de vie même. Rester en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision. Ici, c'est au meilleur de la télévision et nulle part ailleurs. On dépasse tout le monde. Lorsqu'on est fort, on vous le dit de manière claire. On n'a pas peur de vous le dire. Restez chez nous ici. On se voit demain. Au revoir et bonne soirée à tout le monde.